Et si l'écologie pouvait servir à repeindre le fascisme en vert? Waouh, préviens-moi, avant de lâcher des bombes comme ça, déjà qu'on parle d'écoterrorisme, tu vas nous parler de quoi? D'écofascisme? Bah ouais. Il y a de plus en plus de personnalités d'extrême droite qui commencent sérieusement à s'intéresser à l'écologie et ses problématiques. Ouais, c'est bon, tu parles du mec là, le... Ah oui, tu sais très bien de qui on veut parler vu qu'on a fait toute une vidéo dessus. Hein. Ouais, on va vous parler de Julien Rochdy. Julien Rochdy, c'est un influenceur d'extrême droite, ancien président du Front National de la Jeunesse, proche de Papacito et Baptiste Marché, d'autres influenceurs d'extrême droite. Si on parle de lui, c'est parce qu'il considère que la droite fait une erreur en laissant l'écologie à la gauche, et en 2023, il a écrit tout un bouquin pour développer ce que serait une écologie d'extrême droite. Il y a tout un climat à droite qui nous pousse à nier le réchauffement climatique d'origine anthropique et de le relativiser, alors qu'en fait, il existe ce réchauffement climatique, il est dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut parler du réchauffement climatique et de la transition énergétique tous les matins. C'est le pétrole et toutes les entreprises extractrices, comme on dit, qui dirigent vraiment le monde. Mais alors vous nous direz, c'est quoi le souci? C'est pas une bonne chose que tout le monde s'approprie l'écologie, y compris l'extrême droite? Non seulement je suis pas sectaire, mais en plus je suis pas rancunier. Oui, enfin, imagine un monde où, pour sauver la planète, on trierait les êtres humains en fonction de leur prétendue race parce que certaines seraient considérées comme des espèces invasives, et où, puisque les ressources sont limitées, seuls les blancs pourraient y accéder. T'exagères pas un petit peu là? Ah non, 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 et ça s'appelle l'écofascisme. Oh, fascisme, encore une fois. Tout de suite les grands mots là, hop hop hop, fascisme. Ouais. Vous inquiétez pas, on va revenir sur ce terme, mais avant tout, penchons-nous d'abord sur le personnage. Vous savez, la réduction ad Hitlerum, où nous sommes toujours fascistes, toujours méchants, c'est l'argument de ceux qui n'ont rien à dire. Quand on voit Julien Rochdy, on dirait juste le gendre idéal. C'est un Ardéchois de 37 ans, proche de la nature, qui aime ses animaux, barbe bien taillée, chemise toujours ajustée, qui partage sa vie sur les réseaux. Il parle de paternité, de muscu, de vie rurale, et ça attire du monde. Il a 170 000 abonnés sur YouTube et 100 000 sur Insta. Bref, a priori, c'est un personnage dramatiquement banal, mais c'est pas vraiment ça son fond de commerce. Ouais. Julien Rochdy, c'est surtout un essayiste d'extrême droite, qui a d'abord tenté sa chance en politique. En 2006, il rejoint le FN et participe à la campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen. La moyenne arrive au chômage. Bonjour Président. Bonjour, ça va? Allez-vous? Ça va? Oui. Et donc voilà. En 2012, il prend la tête du FNJ, le Front National de la Jeunesse, et devient conseiller jeunesse de Marine Le Pen. Son ascension au FN se termine lorsqu'il prend la tête de liste des municipales à Montélimar en 2014 et obtient 18% des suffrages. Il quitte le parti quelques mois plus tard, mais sans jamais rompre avec l'idéologie d'extrême droite. Au contraire, quelques années plus tard, il se lance sur YouTube pour diffuser ses idées. Et donc c'est quoi ces idées? En gros, un discours identitaire dans lequel il fait l'éloge de la civilisation européenne, prône une homogénéité culturelle qui serait sauvée de l'immigration. Et sa grande référence intellectuelle, c'est Nietzsche. Ouais, enfin, le Nietzsche remasterisé par les nazis, pas celui qui a influencé des penseurs et des penseuses de gauche. C'est vrai. Autre pilier de son idéologie, un virilisme assumé. Il rejette ouvertement le féminisme et en 2018, il a même créé l'école Major. C'est un site de développement personnel pour les hommes qui veulent rester des hommes. Bon, depuis, il a remplacé la vente de formation par celle de livres. Il a même monté sa propre maison d'édition, les Éditions du Royaume, rien que ça, où il publie des figures d'extrême droite et surtout, tous ses bouquins. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais alors, c'est un fasciste ? Bah écoute, en tout cas, cette étiquette a pas trop l'air de le déranger. Je me trimballe une image de facho, et bien que ce soit le cauchemar de beaucoup de gens que d'être un jour catalogué de la sorte, je dois dire que moi, je le vis plutôt bien. Et en fait, ce sobriquet n'est pas si terrible, il se peut même qu'un jour, on doive le porter comme une médaille, et je vais vous expliquer pourquoi. Côté entourage, il traîne avec d'autres figures de l'extrême droite radicale, comme Papacito, avec qui il a coécrit le livre Veni Vidi Vici. Vous savez, c'est le mec qui a simulé l'exécution d'un électeur LFI dans une de ses vidéos YouTube. Et c'est aussi celui qui considère le fascisme à la Mussolini comme un régime viable. Super. Rochdy, c'est aussi un proche de Baptiste Marchais, l'influenceur qui désossait des crânes d'alligators sur YouTube. Bref, Julien Rochdy, c'est pas juste un mec qui fait des vlogs depuis l'Ardèche. En réalité, ces idées, elles ne viennent pas de nulle part. Rochdy s'inscrit dans la continuité de ce que des historiens ont appelé la nouvelle droite. Mais Grégoire, c'est quoi la nouvelle droite? Pour tout répondre, il faut déjà se remettre dans le contexte des années 60. Après la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite n'a étrangement pas une très bonne image. Ah bon? Et ouais, la loi va même évoluer pour réprimer la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, ainsi que la diffamation et l'injure publique à caractère discriminatoire.
Encore un coup des wokistes. Des penseurs comme Alain de Benoît vont alors se donner pour mission de refonder la rhétorique de l'extrême droite, en faire un rebranding en quelque sorte, pour lui donner un second souffle. Le racisme classique, par exemple, selon lequel il y aurait des races dites supérieures et d'autres inférieures, ne peut plus être diffusé dans l'espace public sous peine de tomber sous ces incriminations. Et donc ils vont chercher à faire passer les mêmes idées, mais sous une forme plus acceptable. Et c'est ainsi que va naître l'ethnodifférentialisme. Il n'y a plus de race, il n'y a plus de hiérarchie entre les races, il y a des cultures, et ces cultures sont incompatibles les unes avec les autres. Et leur mélange est une catastrophe parce qu'elle affecte l'identité de tous. Ça ne vous étonnera donc pas d'apprendre que Renaud Camus, le théoricien du grand remplacement qui a horreur du mélange des cultures, vient de la nouvelle droite. Ok, mais quel rapport avec l'écologie, vous nous direz? Eh bien, c'est qu'Alain de Benoît voit l'écologie comme un prétexte pour défendre l'enracinement. Chaque culture naît dans un environnement, dans un biotope, et doit y rester pour conserver son identité, mais aussi pour préserver son milieu naturel. Le racisme vertical, avec sa hiérarchie des races, laisse place à une sorte de racisme horizontal. Officiellement, il n'y a plus de peuple inférieur, tant que chacun reste chez soi. Pareil pour le nationalisme. Il y a quand même quelques partis politiques qui en ont un peu terni l'image dans les années 30. Je vois pas de quoi tu parles. On ne peut donc plus dire que le projet est de préserver la nation, mais la civilisation, européenne en l'occurrence. Les ennemis de la civilisation européenne. Et celle d'un homme attaché à sa famille, à sa culture, à son pays, à sa langue, à sa civilisation. Lorsque l'on est patriote, on a le souci et l'inquiétude de la survie de son propre peuple et de sa propre civilisation, mais aussi de l'environnement dans lequel cette civilisation s'épanouit. Et ça tombe bien, parce que le projet écologique et politique de Julien Rochdy, c'est la biocivilisation, et il l'explique dans son bouquin qu'il a écrit en 2023, Sur Homme et Sous-Homme. Pour lui, le destin de notre civilisation est de devenir un grand, prospère et magnifique jardin. On aura besoin de moins travailler, on vivra dans des villes qui seront à nouveau des villes à taille humaine, on se sera débarrassé de tous les polluants et de tous les perturbateurs endocriniens, donc nos biologies vont reverdir. Et moi je vois des choses, même esthétiquement, on verra du beau. Dans son livre, il imagine une société harmonieuse, reconnectée à la nature, enracinée, peuplée de paysans, et où l'on pourra avec bonheur se livrer à l'art, à l'artisanat, aux jeux et à toutes les humanités à la manière d'Athéniens futuristes. Voilà donc le projet écologique de Julien Rochdy. Et c'est séduisant. Qui n'a jamais rêvé d'être un Athénien futuriste? Moi? Jusqu'ici, ça ressemble un peu aux utopies des précurseurs de l'écologie classés à gauche comme Élisée Reclus ou William Morris. Sauf que l'utopie de Rochdy nécessite selon lui une forte homogénéité culturelle. C'est-à-dire que les populations seront à nouveau fixées sur place, au lieu qui les ont vues naître et qui transpirent les gènes de tous leurs ancêtres accumulés. Et pour ça, il va falloir faire du tri. Oui, du tri. L'écologie occidentale sera logiquement quelque peu eugéniste et malthusienne, puisque l'augmentation démesurée de la population humaine n'est ni possible ni souhaitable dans un monde limité. Or, si la population doit être réduite, il faudra faire un tri, et ainsi être capable de faire des tris. Et c'est là qu'on entend poindre la douce musique de l'ethnodifférentialisme. Ah ouais? Comment tu fais pour entendre une musique dans un livre? Grégoire, c'est une façon de parler. Le projet écologique de Rochdy n'est possible qu'entre occidentaux. Nous avons reçu sur nos terres des millions d'individus provenant de pays dont la moyenne du QI est nettement inférieure au nôtre. Toute infériorité sur le plan humain ramènera invariablement au désordre et à l'entropie qu'elle cherchera à anéantir. Nous sommes donc bien en train de parler là d'une société consciemment ou non eugéniste et nécessairement attachée à la production d'humains de très haute qualité. Alors là, merci Julien de nous mâcher le travail, parce qu'avec cette phrase, on n'a même pas besoin de définir le terme d'eugénisme. Mais alors, vous nous direz, c'est quoi un humain de très haute qualité? Bah c'est dans le titre. Il y a les surhommes, mais les sous-hommes. Ce qui est inférieur, ce qui est de la sous-hommerie, pour résumer avec un mot grossier, c'est tout ce qui, aujourd'hui, transforme l'homme en un individu absolument stérile en tout, pollué de corps et d'esprit, un individu qui appartient à cette société croissantiste de l'ultra-consommation stérile, stupide et limite sataniste. Le surhomme est au contraire celui qui se reconnecte à sa nature, donc à la nature, l'homme qui crée la biocivilisation. Ok, mais comment on distingue un surhomme d'un sous-homme? Enfin, c'est évident, grâce à la thermodynamique.
Attends, c'est vraiment ça le script? Selon les lois de la thermodynamique, il y a des éléments très concrets, très clairs, très nets qui nous disent tout sur ce qui est supérieur et ce qui est inférieur. Et à partir du cosmos, on peut tirer de la morale. Et à partir de la morale, on peut tirer donc des choix de vie à titre individuel et surtout des choix de civilisation. Alors, la seconde loi de la thermodynamique introduit en effet la notion d'entropie. Non, rassis-toi, on va pas vous faire un cours de physique, d'autant plus que Julien Rochdy, il interprète mal cette loi. On vous met une note dans la description pour ceux que ça intéresse. L'important, c'est que pour lui, c'est la nature qui détermine ce qui est bien ou mal, et donc la politique devrait s'y conformer. Mobiliser la notion de nature, et donc une notion de la nature comme domaine très hiérarchisé, etc., comme référence pour organiser la société, c'est quelque chose qui est assez classique dans les doctrines réactionnaires. Joanne Chapoutot, historien français, explique même que le respect de la nature comme seule instance législatrice caractérise à bien des égards, sinon essentiellement, la totalité du discours normatif nazi. Ça leur a permis de justifier les lois dites naturelles, comme la hiérarchie des races par exemple. D'ailleurs, Rochdy ne rejette même pas totalement le nazisme. Il a fait une vidéo, pleine d'erreurs, prétendant que les nazis étaient les premiers écolos. Il écrit aussi que l'erreur d'Hitler, ce n'est pas d'avoir voulu trier les humains, mais de l'avoir mal fait, c'est-à-dire de s'être trompé sur qui garder et qui éliminer. Bref, maintenant qu'on a vu tout ça, vous comprendrez mieux la définition que donne Pierre Madelin de l'écofascisme, c'est-à-dire une idéologie selon laquelle la défense de l'identité d'une communauté politique passe par la préservation de son territoire dans le cadre d'une politique autoritaire, l'allocation préférentielle des ressources qui en sont issues à sa population autochtone, c'est-à-dire en gros non issue de l'immigration, et par la stigmatisation des groupes allochtones, c'est-à-dire qui viennent d'ailleurs, voire même leur sacrifice, au nom des motifs écologiques. Bon. Du coup, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette pensée écofasciste? Oui et non. Pour être honnête, ce n'est pas un discours qu'on entend beaucoup en politique aujourd'hui. On pourrait donc dire que pour l'instant, Rochdy l'influenceur n'est pas très influent. Et c'est pas totalement faux. Mais son objectif n'est pas de gagner des élections, mais de faire de l'entrisme pour peser dans les lieux de pouvoir et influencer la droite. Tout ce que l'on peut faire donc, c'est prendre les manettes au sein de l'État, donc à Paris, en agissant comme des minorités conscientes. Et pas seulement avec un mouvement populaire qui se traduit par les élections, qui est un soutien, mais qui, tout seul, ne peut rien faire. Et là encore, cette stratégie, elle est inspirée de la nouvelle droite. Leur but à eux, ce n'était pas de constituer un parti politique, mais de gagner l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire la bataille des idées. D'ailleurs, c'est la nouvelle droite qui a forgé des concepts aujourd'hui omniprésents dans les discours d'extrême droite, comme celui de préférence nationale ou d'identité. À la base, ce mot est employé par la nouvelle droite pour remplacer le mot race. Mais c'est un courant minoritaire. Identité, c'est un mot qui est aujourd'hui employé couramment à l'extrême droite. On pense aux identitaires, mais il est aussi utilisé à droite. On se souvient du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale sous Sarkozy. Dans un article sur Slate, le spécialiste de l'extrême droite Nicolas Lebourg explique comment Maigret et son entourage ont mené la bataille culturelle sur ce terme et sur d'autres. Bruno Maigret peut bientôt se féliciter que, sur le plan des idées, nous avons réussi à imprégner la société, y compris dans son vocabulaire, avec les notions d'identité et d'établissement. C'est marrant ce format de vidéo à deux là autour d'une table, ça te rappelle pas quelque chose? Non, je crois pas. Ces batailles qu'ils ont gagnées, elles ont pris du temps. Et elles sont passées par une stratégie d'influence intellectuelle. Alain de Benoît a par exemple participé au lancement du Figaro Magazine et a surtout cofondé le GRES, groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais ce think tank a inspiré la création d'énormément de revues ou d'instituts influents à droite. Celui qui le plus récemment a fait de la nature un thème central de ces événements, c'est l'Institut Iliade, dans lequel de Benoît et Rochdy sont intervenus. Donc quand notre youtubeur investit les réseaux sociaux ou fonde sa maison d'édition, c'est juste une réactualisation de cette stratégie. Julien Rochdy, c'est littéralement un influenceur, pas juste parce qu'il est présent sur les réseaux sociaux, mais surtout parce qu'il cherche à influencer l'extrême droite et ses discours sur la question écologique. Philippe Simoneau met les pieds dans le plat lorsqu'il écrit que l'écologie a joué un rôle important dans la montée au pouvoir de Hitler. Et c'est quand même très important d'entendre ça. C'est en incorporant l'écologie au sein de sa doctrine que le nationalisme put prendre le pouvoir. Intéressant. En revanche, dans les faits, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, elle mène une politique écocidaire qui sert les intérêts pétrogaziers, rase les forêts et artificialise les sols à tout va. Plus qu'écofasciste, l'expérience révèle une menace carbofasciste. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler des écofascistes. En fait, l'écofascisme, au-delà d'être une idéologie cohérente portée par Julien Rochdy ou d'autres groupuscules d'extrême droite, ça participe surtout à la fascisation de la société. On pourrait donc parler d'écofascisation.
défini comme le mécanisme par lequel des discours ou politiques fascistes sont rendus acceptables grâce à des arguments écologiques. Ce processus, il peut être engagé de manière volontaire. C'est alors une véritable écologisation du fascisme, dont Julien Rochdy est l'incarnation actuelle. Mais ça peut aussi être fait de manière involontaire, c'est-à-dire lorsque certaines prises de position écologistes contribuent, sans le vouloir, à légitimer des idées fascistes. Et ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à soutenir Fracas, que ce soit en vous abonnant à cette chaîne YouTube ou aussi au magazine. Et si vous avez les moyens, vous pouvez également faire un don qui est défiscalisable. Si vous êtes imposable, sur 30 € de dons par exemple, il y en a seulement 10 à sortir de votre poche et ces 10 € permettent de flécher 20 € d'argent public vers un média ou une association qui vous tient à cœur. Et donc si vous pensez que voter c'est plus suffisant, en fait soutenir les médias indépendants c'est aussi un acte politique et nous ça nous permet de faire ces vidéos par exemple qui sont disponibles gratuitement à toutes et à tous. Comme dit l'adage, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Allez, à plus. Salut la team! Je suis pas sûr de la fin.